Alors, on évoque à plusieurs reprises le fait que le système nerveux va transmettre une information. Mais finalement, comment est-ce qu'est créée, quelle est la nature de cette information et surtout, comment est-ce qu'il va pouvoir la créer et ensuite la véhiculer? Alors, il faut partir tout d'abord d'une idée, d'un concept qui est ce qu'on appelle l'existence d'un potentiel de membrane. Et ceci est valable pour ce qu'on appelle les tissus excitables. Les tissus excitables, on va parler du neurone, mais ce sont des notions que vous retrouverez aussi au niveau des cellules musculaires. Alors, qu'est-ce que ce potentiel de membrane? Alors, en fait, la mesure du potentiel, donc le potentiel électrique de membrane est relativement simple en théorie, mais elle est quand même clairement plus compliquée en pratique à cause tout simplement de la taille que l'on est entre des fibres, des petites tailles de fibres. Alors, en fait, l'idée, c'est qu'on va avoir une pipette qui va être remplie d'une solution d'électrolyte qui va être introduite à l'intérieur de la cellule qui nous intéresse. Alors, nous, on va travailler sur le neurone, donc à l'intérieur d'une cellule neuronale. Et une autre électrode, elle, sera positionnée dans le liquide qui environnera cette cellule. Cette autre électrode sera appelée électrode indifférente. On parle aussi d'électrode de référence. Donc, elle sera positionnée dans le liquide extracellulaire. Et en fait, on va pouvoir mesurer la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule grâce aux deux électrodes. Le système qui va être couplé aux électrodes va être capable de mesurer de faibles potentiels. Évidemment, on est dans des échelles biologiques, malgré la forte résistance du courant électrique. Et pour vous donner un ordre d'idée et vous l'illustrer, si vous regardez sur la diapositive, la micropipette que vous avez ici est remplie d'électrolytes à une extrémité, un diamètre de l'ordre du micromètre. Vous avez en dessous une illustration d'un poste d'électrophysiologie, autrement dit, un microscope, les électrodes, les appareils de mesure qui permettent bien de positionner les cellules sous ce microscope et de venir faire les mesures comme on est en train de les voir, sachant que là aussi, classiquement, pour les laboratoires de recherche qui font de l'électrophie, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. En général, c'est une expertise que l'on a dans les laboratoires parce que voilà, il faut travailler avec un équipement dédié et surtout avoir une certaine dextérité pour pouvoir vraiment faire ces approches à l'intérieur des cellules, être capable de traverser une membrane, y rester, de même que pour pouvoir interpréter l'ensemble de toutes les modifications électriques que l'on va mesurer. Alors, afin d'enregistrer donc des changements rapides de ce potentiel de membrane durant la transmission des impulsions nerveuses, on va connecter donc les électrodes, ces microélectrodes, à un oscilloscope. Et ensuite, on aura évidemment cet oscilloscope qui va être relié à un système d'enregistrement. Alors, tout ça maintenant est avec des supports informatisés, mais l'idée reste quand même la même que ce qui avait été défini au tout début. On va donc être capable à ce moment-là de mesurer chaque point du potentiel électrique autour de la membrane de notre cellule d'intérêt, par exemple d'une fibre nerveuse. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça va donner, donc ce sont des graphiques que vous reverrez à plusieurs reprises, où on représente en ordonnée la variation de l'état électrique, du potentiel électrique de la membrane, avec en ordonnée donc une échelle de temps. Et bien, tant que l'électrode reste en dehors de la cellule, le potentiel enregistré est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence de potentiel entre les deux électrodes, ce qui est normal, les deux électrodes baignent dans le milieu extracellulaire, dans la solution, donc il n'y a pas de différence. C'est ce qu'on appelle le potentiel du liquide extracellulaire. Lorsque l'électrode va pénétrer à l'intérieur de la cellule, qu'elle va traverser la membrane cellulaire, à ce moment-là, on observe que le potentiel de membrane va décroître et se stabilise, arrive à peu près à une valeur de moins 90 millivolts. Il va rester stable tant que l'électrode restera à l'intérieur de la cellule et il va revenir à sa valeur initiale dès lors que l'électrode va sortir de la cellule et va revenir dans le compartiment extracellulaire. La création de ce potentiel donc négatif à l'intérieur de la membrane va donc nécessiter un nombre suffisant d'ions positifs, donc chargés positivement, qui vont être transportés vers l'extérieur, les ions restants étant eux aussi bien positifs que négatifs. Néanmoins, ce transfert ne nécessite qu'un petit mouvement d'ions. En effet, on va considérer qu'il faut à peu près le déplacement d'une charge positive sur 3 millions ou d'une charge positive sur 100 millions de charges pour que l'on puisse observer ces variations. La conséquence, ça veut dire que le déplacement d'un faible nombre d'ions positifs de l'extérieur vers l'intérieur, par exemple, eh bien, va permettre d'inverser le potentiel pendant une durée très rapide de moins de 10 millièmes de seconde et que ces mouvements n'auront pas d'impact
sur la répartition globale des ions, ce qui est majeur parce que vous avez vu par ailleurs que l'homéostasie des compartiments liquidiens de l'organisme ne supporte pas, ou en tous les cas s'accommode mal, de variations trop importantes de leur composition. Donc dans ce cas-là, il faut absolument que ces mouvements d'ions dont on a besoin pour créer des variations électriques sur les cellules excitables ne se traduisent pas par des perturbations de répartition ionique de part et d'autre, c'est-à-dire dans le compartiment intracellulaire, dans le compartiment extracellulaire. Sinon, eh bien, on pourrait générer des désordres aussi, la natrémie, la kaliémie, etc. La chlorémie se mettait à varier de manière importante autour des neurones ou autour des cellules musculaires. Alors, quelle est l'origine de ce potentiel de membrane? En fait, on va observer une différence de concentration d'ions à travers donc une membrane que l'on va considérer comme sélectivement perméable. Et cette différence de concentration des ions va pouvoir provoquer la création d'un potentiel membranaire. En effet, au niveau du corps humain, eh bien, on constate que les atomes sont électriquement neutres, c'est-à-dire qu'on a des protons, on a des électrons et le reste des neutrons. Donc, le corps humain est une entité qui est électriquement neutre. Néanmoins, au niveau de la membrane de ces cellules, on va observer une séparation des charges électriques car une grande majorité de molécules vont être dissociées en charge positive et en charge négative. Notamment ce qu'on appelle les ions avec la perte ou le gain d'un électron. Donc, on va se retrouver avec deux compartiments, intracellulaire et extracellulaire, qui vont être électriquement neutres, le corps humain étant neutre, donc avec un nombre de charges positives qui va être égal au nombre de charges négatives. Mais comme on a affaire à une membrane dite semi-perméable au niveau des cellules, eh bien, cette perméabilité sélective de la membrane va permettre le passage de certains ions et de certaines charges. Si on reprend la répartition des ions de part et d'autre de la membrane, que vous avez sans doute vu dans d'autres cours, la répartition des ions dans les différents compartiments, et si on regarde aussi la perméabilité membranaire, on constate que le potassium, si on a les autres grandeurs, représente à peu près 150 millimoles à l'intérieur d'une cellule par rapport à une concentration d'à peu près 5 millimoles à l'extérieur. Ce qui veut dire qu'on crée un gradient chimique de l'intérieur vers l'extérieur. Le potassium a envie de s'équilibrer, il aimerait sortir. Il y en a plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si on ne considère comme hypothèse que le potassium qui aurait le droit de passer à travers la membrane, c'est-à-dire une membrane qui ne serait perméable que vis-à-vis du potassium. Ce serait le seul élément diffusible. Ce potassium peut emprunter ce qu'on appelle un canal de fuite, et il y en a beaucoup dans les cellules, qui va lui permettre de sortir de la cellule. On a une bonne perméabilité vis-à-vis du potassium. Il va donc sortir jusqu'à ce que sa concentration à l'intérieur soit égale à sa concentration à l'extérieur. Cependant, au même moment qu'il sort, comme on perd du potassium du K+, on se retrouve avec la création d'un gradient électrique et les charges négatives qui sont portées entre autres par les protéines qui sont sous forme de protéinates souvent en solution vont avoir tendance à attirer le potassium à l'intérieur. Donc d'un côté, le K+ qui s'en va crée un gradient électrique entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que l'intérieur finalement devient moins positif, qui perd du positif, et en plus de ça, les protéines qui sont présentes sont chargées négativement, donc ont plutôt envie de retenir ce potassium. Donc à un moment donné, on va se retrouver avec une force électrique créée qui devient égale à la différence de concentration entre les deux compartiments. Et à ce moment-là, les deux phénomènes s'opposant, on va avoir un mouvement de sortie, un mouvement net de sortie qui va s'arrêter. La vitesse de sortie suite au gradient chimique devient égale à la vitesse d'entrée suivant le gradient électrique. Alors, ce potentiel d'équilibre entre le gradient chimique et le gradient électrique a été théorisé et prouvé par ce qu'on appelle le potentiel d'équilibre et qui est déterminé par l'équation de Nernst. Cette équation elle nous dit que le potentiel d'équilibre d'un ion il est égal à 61 sur Z, que multiplie le log de la concentration de l'ion dans le compartiment extérieur sur la concentration de l'ion dans le compartiment intérieur. 61 étant en fait une constante qui déroule ici de différents facteurs, la température notamment qui est présente, la constante des gaz parfaits, etc. Et donc à 37 degrés Celsius, à peu près la température du corps humain, on est à 61. Et Z correspondant à la charge électrique de l'ion, en l'occurrence pour le potassium, plus 1. Et bien si on applique cette formule, vous avez le tableau ici où je vous les ai représentés, on peut déterminer que le potentiel électrique du potassium est égal à moins 90 millivolts. C'est-à-dire que
quand le potassium bouge entre le gradient chimique et le gradient électrique, quand il s'arrête, il a généré une différence de potentiel des deux côtés de moins 90 millivolts. On peut faire ça pour tous les autres ions. Vous voyez que si on fait le sodium, eh bien, on trouve un potentiel d'équilibre à plus 60 millivolts. Si on fait le chlore, à moins 63 millivolts. Et comme la membrane va être perméable à des degrés divers pour plusieurs ions, on va utiliser une formule qui permet de rendre compte de cette participation de différents ions dans ces mouvements. C'est l'équation de Goldman-Hopkins et Katz, et qui nous dit que la force électromotrice est égale à 61, que multiplie le log de la concentration donc des ions dans le compartiment extérieur, que multiplie la perméabilité relative à chaque ion, divisé par les concentrations des ions donc, dans le compartiment intérieur, qui multiplie cette pondérée par cette même perméabilité. Ce qui veut dire que finalement, cette équation montre que le potentiel de membrane final va être déterminé par la participation combinée du produit du gradient de concentration que multiplie la perméabilité membranaire relative de chaque ion. Ce qui veut dire que si une membrane est imperméable pour un ion, alors la perméabilité est égale à 0, donc ça veut dire que le coefficient est égal à 0, il va disparaître de l'équation. Donc cet ion n'aura pas d'impact sur le potentiel de membrane. Si je prends par exemple le calcium, si le calcium ne traverse pas la membrane, eh bien, il n'apparaîtra pas dans cette équation. Cette équation va donc rendre compte pourquoi, avec une perméabilité plus faible du sodium, et je vous ai mis ici des perméabilités relatives, on voit que le potassium, si on met la perméabilité du sodium à 1, on voit que le potassium est 30 fois plus diffusible à travers la membrane. Alors le chlore, par exemple, diffuse très très peu. Eh bien, on comprend avec ces éléments-là pourquoi la faible perméabilité du sodium va rendre que le potentiel de repos sera plus positif que ne le prévoyait le potentiel d'équilibre lié au potassium. C'est-à-dire qu'on a tendance un petit peu à remonter par rapport à ce qui était déterminé par l'équation de Nernst simplement. Alors, ce potentiel de membranaire de repos, au niveau des fibres nerveuses, il va être aux alentours de moins 70 millivolts, parce que la contribution à différents ions, et donc le sodium, entre autres, permet de réélever. En gros, c'est le potentiel que l'on va retrouver à l'intérieur de la fibre, et donc il est donc plus négatif que le potentiel du liquide extracellulaire. Cette valeur de potentiel elle va découler en fait de deux facteurs. Tout d'abord, la présence de canaux de fuite au sodium et au potassium. En fait, la membrane va être perméable au passage du potassium, beaucoup plus que du sodium, avec différents canaux de fuite qui existent sous différentes formes. Ça peut être différents types de protéines, avec différentes caractéristiques. Mais leur point commun est que globalement, la perméabilité vis-à-vis du potassium est largement supérieure à la perméabilité du sodium. On a un facteur qui va varier entre 30, 40, 50, jusqu'à 100 fois plus forte que celle du sodium. On a donc une contribution finalement du potentiel de diffusion du potassium qui va générer moins 90 millivolts. Le sodium lui a tendance à vouloir aller à plus 60 millivolts et on va se retrouver du coup avec ces deux ions, avec un potentiel interne qui sera intermédiaire. Et on va se retrouver aux alentours de moins 70 millivolts, avec des variantes sur la neurone, mais c'est l'ordre de grandeur. Deuxième élément qui va jouer un rôle important, c'est la pompe NAK-ATPase, la sodium-potassium-ATPase, qui est en fait une pompe qui va être responsable du transfert de 3 sodiums vers l'extérieur de la cellule en échange de 2 potassiums qui vont rentrer. Donc, ce qui veut dire qu'à une fonction, il y a 3 plus qui rentrent pour 2 plus, enfin, 3 plus qui sortent pour 2 plus qui rentrent, donc on a un différentiel d'un positif. Et donc, on va avoir un certain degré de négativité, à peu près moins 4 millivolts, qui va être amené en permanence quand cette NAK-ATPase va fonctionner, qui va contribuer au potentiel de membrane. C'est pour ça qu'on la qualifie, entre autres, de pompe électrogénique, génique la genèse, électro de l'électricité. Mais il faut toujours garder à l'esprit ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'un changement du potentiel de membrane n'est pas associé à un changement des gradients de concentration. En effet, on peut modifier le potentiel de membrane de quasiment 100 millivolts, ce qui est énorme, en ne faisant passer qu'un seul potassium sur les 100 000 qui sont présents à travers la membrane. Du coup, la concentration globalement du potassium reste inchangée. On ne perturbe pas l'homéostasie des compartiments liquidiens. Ce potentiel de repos que l'on va observer va se situer aux alentours de moins 70 millivolts, mais je vous le disais, on peut avoir des fois des variations qui sont un peu plus négatives. Alors, on peut avoir des changements dans la perméabilité ionique. Si l'on modifie les concentrations ioniques de part et d'autre de la membrane et ou la perméabilité de la membrane, on va assister à une modification de ce potentiel membranaire. On commence à un potentiel membranaire de repos et à peu près à moins 70 millivolts, et ensuite on observe une montée du tracé. Il devient moins négatif. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle une dépolarisation. Le retour à la valeur initiale va s'appeler une repolarisation.
Et si le signal descend par rapport, devient plus négatif que le potentiel de repos, à ce moment-là, on parlera d'hyperpolarisation avec une augmentation du delta du potentiel de membrane par rapport à la valeur de référence à 0. Mais dans ce cas-là, il devient plus négatif. Enfin, quels sont les mécanismes de modulation de cette perméabilité? Eh bien, le moyen le plus simple, ça va être d'ouvrir ou de fermer des canaux existants, ou alors on peut s'amuser à rajouter ou enlever des canaux. Mais c'est un mécanisme qui est évidemment plus long à se mettre en place de transloquer des canaux. Alors, classiquement, on va retrouver des canaux ioniques qui seront sélectifs, par exemple au sodium, au potassium, au calcium, au chlore, et certains qui seront moins sélectifs, c'est-à-dire qui pourront prendre en charge du sodium et du potassium, par exemple. La facilité de passage d'un ion à travers un canal, c'est ce qu'on va appeler la conductance, et elle va dépendre de l'état excité du canal. Les canaux vont rester ouverts, certains tout le temps, c'est ce qu'on appelle des canaux de fuite, et certains vont être régulés, et ils sont régulés notamment par des portes. Ces portes, elles pourront être contrôlées, soit déclenchées de manière mécanique, c'est le cas par exemple des neurones sensoriels, des neurones sensibles à l'étirement dans certaines structures ou à la pression. On aura des canaux qui pourront être contrôlés de manière chimique ou à travers la liaison d'un ligand, c'est par exemple le cas des neurotransmetteurs. Et enfin, on pourra avoir des canaux dont l'ouverture des portes sera conditionnée par des variations de potentiel. On parlera à ce moment-là de canaux voltage dépendants. Tous ces canaux vont avoir des comportements différents, c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir pour un seuil de potentiel ou un stimulus minimal qui sera variable. Certains canaux ne sont pas des canaux de fuite, mais on a certains canaux voltage dépendants qui sont toujours ouverts, par exemple, à la valeur du potentiel de repos, donc ils se comportent comme des canaux de fuite, même s'ils ont des variations théoriques de leur ouverture et fermeture. De même, on peut observer des sous-types de canaux différents. Par exemple, les canaux calciques, on a au moins 5 sous-types de canaux calciques voltage dépendants différents. On a 4 sous-types de canaux potassiques voltage dépendants et 2 sous-types de canaux sodiques voltage dépendants, qui peuvent avoir des comportements différents. Et on peut même trouver des isoformes différents qui auront des propriétés différentes. Et lors de l'ouverture de ces canaux, le flux de charge électrique qui va passer à travers s'appelle le courant ionique. On va donc pouvoir définir le courant ionique de tel ion. Et le sens du déplacement de l'ion dépendra du gradient électrochimique.